Bonsoir à tout le monde, mesdames et messieurs. Depuis 3 jours, une soixantaine d'imams européens, ils étaient dans cet hôtel, dans cette salle, débattre, parler, proposer, exposer plein de sujets. Et aujourd'hui, il n'y a même pas une heure, on a terminé. Et voilà. Je pense que d'ici 2 semaines maximum, il y aura un livre blanc. Il y aura beaucoup de propositions, beaucoup de matière à travailler. Et ce livre, il va être présenté au président de la République et aussi à l'Union européenne. Enfin, on a pris 3 engagements. Le plus important, c'est le numérique. Comme vous savez, plus que 60 à 70%, la récupération et là aussi la radicalisation, il est beaucoup sur le net. La deuxième aussi, qui concerne la formation des imams françaises et européennes. Parce que vous savez, quel que soit en Italie ou en Allemagne, et aussi en Belgique, aux Pays-Bas, on a le même souci. Nous sommes confrontés presque les mêmes problèmes. Peut-être nous, un peu par rapport à le nombre le plus important en France qu'ailleurs, mais en même temps, on a les mêmes problèmes. Question de l'islam politique et du salafisme, qui monte énormément chez les jeunes et par rapport. Dans ce cas-là, la formation des imams et la référence théologique, qu'on va le faire, qu'on va en train de travailler, qu'elle peut stopper toutes ces références malheureusement étrangères. La formation aussi des médiateurs. On a à peu près entre 5 et 7 000 personnes qui sont parties presque en Syrie et en Irak. Beaucoup, c'est des jeunes. La majorité des jeunes. Il y a une partie importante, presque à 30%, ce sont des convertis. Là, on a parlé comment aussi engager les jeunes, créer des médiateurs européens de confession musulmane qui puissent travailler par rapport à leurs jeunes, les jeunes comme eux, dans les quartiers, le contre-discours. Et c'est là qu'on a parlé énormément pendant 3 jours, c'est la formation des médiateurs, des jeunes européens musulmans qui puissent travailler. Voilà. Et aussi, on est en train de préparer le 2e colloque au printemps, l'année prochaine, qui c'est possible, au printemps, voilà, à Bruxelles. C'est à l'Union européenne, où malheureusement aussi, il y a eu des attentats, il y a eu aussi énormément de départs, plus que 400 personnes qui sont parties de la Belgique. Voilà. Désolé, on est fatigué avec 3 jours, tellement on parle, tellement on débattre. On était sincères entre nous parce qu'on peut lancer des choses et parler des choses qui sont concrètes et sincères aussi. Sur le numérique, peut-être un point important à rajouter dans ce qui a été dit, c'est que la volonté, ça va être vraiment d'interpeller, de se mettre au travail dès demain avec l'ensemble des dirigeants des réseaux sociaux, hein, donc des GAFA de manière générale, et on va en effet travailler avec eux de façon à essayer de les faire réagir et qu'on crée un mur contre la radicalisation et ce recrutement qui existe sur les bases internet. Ça fait partie des grands axes aujourd'hui qui sont sortis pendant ces 3 jours de travail. Donc on va réellement emmener aujourd'hui, on va interpeller et aller chercher et leur demander de travailler avec nous pour créer un mur contre cette radicalisation qui est, comme l'appelle l'imam Chalgoumi régulièrement, l'imam Google. Enfin, il n'y a pas que Google, hein, hélas, Facebook, Instagram, tout est bon. Et on va leur demander de travailler avec nous pour construire une vraie réponse, un vrai mur qui devrait permettre de se mettre en opposition avec ce qu'ils font comme récupération sur les réseaux sociaux. C'est vraiment des grands mâles aujourd'hui de la récupération. Quel est votre avis du coup sur les annonces d'Emmanuel Macron cette semaine? Vous savez, je ne veux pas dire que c'est l'hasard, c'était un mardi, mais je veux dire le destin, nous le croyons, on peut le dire, que ça tombait, même journée. Pour moi, les décisions et les déclarations qu'il a fait le président de la République sont importantes et cruciales. Quand on parle de séparatisme, c'est vrai, il y a une partie, malheureusement, d'une minorité, elle veut nous séparer de le reste de la société. Ils essaient de nous imposer des idées, une manière qui essaie de le séparer par l'intermédiaire d'une idéologie, par l'intermédiaire aussi, surtout qui concerne les femmes, le voile intégral, la polygamie, plein de choses. Je pense que c'est très important de travailler sur la question du séparatisme et du communautarisme en général, et qui est l'effet malheureusement de l'idéologie de l'islamisme. Deuxièmement, quand on parle des imams détachés, pour moi, nous sommes des imams attachés, non? Mais en même temps, je pense que détachés,
c'est question de la formation des imams. C'est pas que seulement les imams qui viennent de l'Algérie, du Maroc. Il faut dire la vérité. Le turc, là, j'ai jamais été dans une mosquée turque, donc j'étais un imam turc. Mais en général, les questions des imams détachés, c'est une question importante. Parce que c'est l'islam consulaire en général. Et j'espère que le CFCM il fait le premier travail, pour essayer d'éviter, absolument, éviter l'islam consulaire. Parce que les tensions entre les pays d'origine de certains, ils essaient de conquérir et récupérer les lieux de prière. La formation des imams, elle est très importante. Je pense qu'aussi le président de la République, il a parlé de tellement des points. Comment ? L'éducation. L'éducation, ça c'est très important parce que malheureusement, on a des problèmes d'ignorance et l'éducation, surtout chez beaucoup de jeunes. Oui, le président de la République, il a parlé du problème des financements. Il était à Mulhouse, et vous savez, il y a une mosquée à Mulhouse qui est construite par qui est financée. Je pense que le symbole d'être à Mulhouse, c'est un symbole fort. Il y a une communauté turque importante. Et le problème du communautarisme aussi, ou le séparatisme, en même temps aussi, il y a un vrai problème de... Je suis quelqu'un de 9-3, de 93. Il y a un vrai problème de politique de la ville aussi. Si on essaie de créer la diversité, c'est par le logement aussi. La diversité par le logement, par l'école, c'est comme ça on peut créer la diversité. Mais si on le met dans le même bâtiment, même ascenseur, même école, là on ne peut pas demander l'intégration ou la diversité. Je pense que par rapport à ça, et les finances de l'étranger, oui, il faut que la République elle montre sévère par rapport à l'ingérence étrangère et par rapport à toutes ces puissances étrangères. Et dans votre livre blanc, du coup, les propositions que vous allez faire, est-ce que dans la mouvance de celle d'Emmanuel Macron, elles iront plus loin, elles sont... Plus loin. Je pense que 3 jours, il y a quand même des résultats et d'expériences des pays européens. Je pense qu'il y a des choses à proposer à l'État, au président de la République, à proposer au ministère de l'Intérieur, à l'Union européenne. Il y a beaucoup de cas par rapport à la formation, les statuts des imams, la référence théologique. Je pense que beaucoup de solutions, beaucoup de propositions qu'on a conclues pendant 3 jours, voilà, et à proposer. Je pense que qu'est-ce que nous concerne l'islam de France, qui est le rêve, c'est la proposition de la sûreté, de la stabilité de notre avenir. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a vu hier? On dénonce ce crime qui s'est passé hier en Allemagne. C'est un crime de l'extrême droite. Et l'extrême, il nourrit l'extrême. Notre crainte, nous, qu'est-ce qui s'est passé hier soir en Allemagne, il risque d'être partout en Europe. L'amalgame, la perte de l'islam, la perte du musulman, la perte de tout immigré, de tout... Je pense que notre combat contre la radicalisation, aujourd'hui, nous sommes à quelques pas de Bataclan. Il y a M. le maire du 11e arrondissement, il est parmi nous, je le remercie pour son soutien. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans au Bataclan, plus que 80 victimes. Je pense qu'aujourd'hui, notre présence dans cet arrondissement, c'est le symbole de dénoncer la haine, de dénoncer cette minorité extrémiste, de la radicalisation jusqu'à le terrorisme. Et c'est là notre présence. Voilà. Par rapport au numérique et à l'imam Google, quels moyens concrets avez-vous vus pendant ces 3 jours? Est-ce que vous avez des idées ou des propositions concrètes à nous expliquer? On a 2300 sites internet francophones. Il y a 46 000 tweets par jour. Il y a une force énorme. Il y a de l'énergie, il y a de l'argent, il y a de l'ingérence derrière. Pourquoi la jeunesse francophone est touchée? Vous savez, plus de départs qui sont partis en Syrie et en Irak, ce sont des jeunes français et belges. Vous regardez les statistiques, vous êtes des journalistes, vous connaissez comme... Je pense que nous, à l'échelle française ou européen ou belge, il y a un travail énorme, quel que soit l'islam politique ou l'islam salafiste, il est énorme sur les réseaux sociaux. 70 à 80% qui sont partis en Syrie et en Irak, ils ne fréquentent pas les mosquées. Ce sont des adeptes des Google. Ils ont leur gourou quelque part au monde et via les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous on propose? On propose les contre-discours. On a la volonté, beaucoup d'imams éclairés, qui peuvent utiliser les textes, le contre-discours. Ça, c'est très important. Je pense que c'est important. Aussi alerter par rapport à certains sites, par rapport à certains réseaux, certains extrémistes ou prêcheurs de haine qui existent en France et en Europe pour alerter, pour supprimer ou être contre ça. Et je pense qu'on a beaucoup de propositions qui concernent le numérique. Il y a certaines vidéos, un des personnes de convertis qui est parti en Syrie et en Irak, elle est restée pendant 1 an
Il y a presque 3 millions de vues. 3 millions de vues, c'est pas normal. Qu'on trouve et qu'on laisse une propagande comme celle-là, jusqu'à il y a autant de victimes, malheureusement, qu'ils ont tombé par ce discours. Est-ce qu'il y a d'autres propositions déjà qui sont un petit peu actées dans ce livre blanc que vous pouvez partager? Je pense qu'il y en a tellement de choses. Si on vous dit tout, il sert à quoi le livre blanc? C'est les trois qui sont. Comment? Ce sont les trois qui sont exprimés. Oui, les plus importantes, ça, c'est l'Internet, parce qu'on a parlé aussi de la formation des imams. On veut une référence européenne, la fatwa, la décision qui concerne le ramadan, tout ça, sera européenne. On n'a pas besoin ni de l'Iran, ni d'autres pays, on ne va pas aller loin. Voilà, et ça, c'est un besoin important. D'autres aussi, voilà. Et on a parlé aussi des médiateurs, c'est la jeunesse. Il faut impliquer la jeunesse. Il faut donner autant de force, autant de moyens pour les jeunes civiques, éduqués, qui s'impliquent aussi dans la lutte contre la radicalisation et les dérives sectaires. La référence européenne, qu'est-ce que ça peut être? Ce serait un pendant, par exemple, à la mosquée Al-Azhar du Caire, qui serait aussi influente, ou ce serait quoi? Vous savez, on a besoin de tous les savants éclairés dans le monde musulman. On ne peut pas être indépendant totalement. Mon rêve, notre rêve aussi d'avoir un islam indépendant européen. C'est là notre avenir, on est en train de réfléchir. Mais par rapport à l'Azhar, parmi les écoles les plus éclairées aussi. Sunnites au monde, qu'il y a des débats dedans. Mais voilà, on est en train de travailler. On a travaillé aussi sur le côté jurisprudence, qu'on appelle le fiqh, d'une minorité. Et ça, c'est le besoin des cas, les textes, la révision des textes, la révision des hadiths, les paroles de prophètes. Ça, c'est un travail interne qu'on a parlé pendant longtemps. L'importation de conflits, la haine, pourquoi l'antisémitisme existe sur cette genèse. Il y a beaucoup, parce que la radicalisation, elle peut passer aussi via le soutien de la cause palestinienne. Et via la récupération, qu'est-ce que ça veut dire le khilafa, le djihad, le wala ou le bara, ça veut dire la légende d'un pays musulman, la citoyenneté. Tous ces points-là, on a travaillé comment c'est touché. Et en même temps, c'est un témoignage, parce qu'il y en a aussi qui sont des aumôniers dans le présent. Ils ont eu des cas, et voilà. Hassan, vous avez parlé d'une indépendance de l'islam d'Europe. Comment cela pourrait-il se concrétiser, tout simplement? Vous savez, peut-être il y a une période, l'année 80 ou 70, il y a 30 ans, 40 ans, l'Europe a besoin des imams qui viennent de l'étranger, c'est normal. Il y a des résidents, des étrangers qui viennent s'installer. Il y a une période, oui. Il y a une période. Aujourd'hui, il y a 40 ans après, il faut que l'Europe, malheureusement, elle est devenue le facteur de la religion, c'est une carte de pression, carte d'otage aussi. Quand on regarde le pouvoir turc ou d'autres, elle essaie de l'utiliser à des fins politiques. Je pense qu'aujourd'hui, à l'Union européenne de réfléchir après 400 victimes, minimum 400 victimes depuis 5 ans, en Europe, les attentats en Allemagne, en Belgique, en France et ailleurs, le reste des pays européens. Je pense qu'ils ont besoin de travailler pour stopper l'ingérence étrangère et de trouver des moyens et des solutions à les musulmans européens par rapport à leur foi, par rapport à leur stabilité. Sinon, malheureusement, les tensions ils montent de plus en plus. Marek, mon ami. On accepte des barbus aussi. C'est excellent. On associait l'écrivain Marek Ater. Il a écrit sur les femmes de... Je ne vais pas faire la publicité pour tes livres, Marek. Mais il a parlé un peu de l'islam, parce qu'on a invité aussi des non-musulmans, qui sont voilà, des parlementaires, des spécialistes, des juges aussi. Ils étaient là pendant 3 jours, l'écrivain Marek Ater, qui puisse échanger avec les imams européens, de parler de l'expérience, et parler aussi de la possibilité d'avoir un islam de lumière et un islam européen. Excusez-moi, je serai pour CNews. Petite question, on soulève la question de l'abattage des animaux rituels en fonction de la religion, etc. Il y en a qui disent qu'il faudrait peut-être l'interdire, ou est-ce qu'on peut vivre sans ça selon vous? Est-ce qu'il y a moyen d'arranger pour que... Parce qu'il y a beaucoup de défenseurs des animaux qui disent qu'il faudrait peut-être arrêter parce que c'est tout aussi violent qu'autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, vous posez une question d'un monothéiste, judaïsme et l'islam aussi. Ça nous concerne les deux. Je pense que c'est une solution. On peut trouver des solutions. Ça dépend. On peut trouver des solutions et ce n'est pas un problème majeur.
Parce qu'on peut l'utiliser comme l'arbre qui cache le forêt. On essaie de créer des faux problèmes. Nous, par exemple, dans ma ville, à Drancy ou à Bobigny, on essaie de travailler avec les grandes surfaces. On n'a pas besoin de ramener nos bêtes ni dans nos maisons, ni dans nos jardins. Dans ce cas-là, la solution, elle est claire. Les grandes surfaces, ils peuvent travailler, ils peuvent trouver des solutions par rapport à la demande et l'offre. Je pense que ça, c'est parmi les solutions qui évitaient toute cette polémique et la récupération politique. Voilà. Mais dans le sens où, est-ce que vous pensez qu'on peut passer outre la tradition? Est-ce qu'on peut arrêter cette tradition-là et passer à autre chose? Ça, si j'arrive à ce stade-là, j'aurai plus de fatwa, je pense. Je pense que c'est un travail même au niveau de la communauté juive, aussi la communauté musulmane, le consistoire. Il n'y a pas que ça, il y a aussi plein de rites il est commun, et on trouve des solutions sans la provocation, sans aller aussi dans les... qui est contraire aux valeurs et aux lois. Mais quel genre de solution vous pensez? Je pense, voilà, les grandes surfaces, ça fait que ça rentre. Vous savez, le problème, c'est pas un problème pour moi. C'est pas un problème, c'est l'offre et la demande, c'est l'économie aussi. Vous savez, quand l'abattage rituel aussi, il y a certaines sociétés, je ne veux pas le nommer, et ils sont au Golfe aussi. Des milliards et des milliards de chiffres d'affaires qui concernent l'économie française. Qui concernent, je pense que c'est plus le sujet religieux, mais plus économique. Mais est-ce que, je veux dire, les musulmans de France pourraient se passer de manger de la viande halal, par exemple? La majorité des musulmans de France, ils ne cherchent pas halal. Il y a une partie qui pratique et cherche le halal. Le reste, non, comme la communauté juive, comme le reste. Je pense qu'il y a une grande partie qui ne cherche pas. Il y en a une partie qui dit que, voilà, je nomme le nom de Dieu, ça y est, elle est devenue halal. On n'a pas pu chercher est-ce qu'elle est sacrifiée ou non. Ça, s'il y a la masse. Il y a une partie religieuse, elle essaie de chercher cette viande qui est cachère ou halal, voilà, et qui normalement, c'est pas un problème. À cette Chagoumi, on a beaucoup parlé du retour des personnes qui sont allées combattre dans les pays du Moyen-Orient depuis quelques années. Vous avez marqué votre très forte opposition au retour de ces gens. Cette position a-t-elle évolué? Quelle est-elle aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez du retour de djihadistes, de personnes qui seraient incarcérées ou non, qui seraient rapatriées sur le territoire national? On a parlé aussi, on a eu un des thèmes, le problème de retour, qui nous concerne, nous, les Français, les Allemands et les Belges. Les imams aussi sont confrontés à ça. Ils ont de leur mosquée, il y a eu des cas de départ. Ça, c'est mon point de vue. Peut-être les imams, il y a d'autres points de vue. Personnellement, je ne suis pas pour le retour. Moi, j'ai étudié en Inde, j'ai étudié dans certains pays. Quand il y avait le conflit, il y avait la guerre en Afghanistan, on a vu le problème de retour. Le retour, il y a eu des guerres civiles en Algérie, il y a eu des guerres aussi en Égypte et ailleurs. Je ne suis pas pour le retour, je suis pour plus qu'ils vont être jugés où ils ont commis des crimes. Ce sont des criminels. Même pour les enfants, même pour les femmes, il n'y a rien qui nous garantit. On est devenu dans une société, on a peur. Il y a la méfiance et la peur et la récupération politique de l'extrême droite ou d'autres. Dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas autant de moyens pour le récupérer? Je pense que dans les pays comme en Irak, en Syrie, qu'ils ont commis des actes, ils vont être jugés là-bas. Mais les pays qui essaient de profiter, c'est triste, je ne veux pas rentrer dans la politique. La Turquie, elle joue aussi ce rôle-là. Qu'on essaie de déplacer les djihadistes vers la Libye, ça c'est pire. C'est plus proche pour nous. Parce que la Libye, comme Benghazi ou certaines villes, 30 minutes de vol par rapport à l'Europe. C'est un danger pour la Tunisie qu'elle souffre. 6 milliers qui vont retourner. Je pense qu'à l'Union européenne, à la Nations Unies, à toute la communauté nationale, d'être sévère. Ce sont des criminels. Assassins, viols. J'ai invité aujourd'hui, on a des représentants du Yazidi qui sont parmi nous au dîner, il y a les chrétiens d'Orient. C'est une honte. On ne peut pas la récupérer, sauf le cas des enfants. Est-ce qu'un enfant, moins de 6 ans, je pense être récupérable? Plus que 6 ans, impossible. Impossible. Et ça, je pense que nous, la minorité, on risque de souffrir. On le paye cher. Leur départ, on paye de deux côtés, entre deux feux. Le feu de l'islamisme et la haine qui recrute notre jeunesse et notre enfant, et le fait aussi de l'autre côté, de l'extrême droite, et de la droite dure, ou de le racisme, qui est en train de monter contre nous. Il monte en Europe. Les deux sujets qui concernent les partis populistes et l'extrême droite, c'est quoi? L'islam et l'immigration. À part ça, je ne pense pas d'autres propositions. Les choses évoluent beaucoup en ce moment au Moyen-Orient. Quelle est aujourd'hui la situation géopolitique qui vous inspire le plus d'inquiétude? Est-ce que ce sont les tensions entre l'Iran et les États-Unis dans le monde arabe, tellement la Syrie, la Libye, l'Irak, partout, le Yémen, le conflit israélo-palestinien qu'on essaie de récupérer, je pense que nous, on est en train de réfléchir à l'avenir, notre avenir. Il y en a même, ils ont posé des questions à M. Alter tout à l'heure,
Monsieur Alter, on a peur d'avoir un avenir comme la Deuxième Guerre mondiale. Vous craignez toujours ça? Vous voyez, je ne vais pas parler de la Shoah, je ne compare pas. Je ne vais pas utiliser les mots qu'ils ont utilisés dans la manif, soi-disant pour l'islamophobie, qu'ils ont utilisé les musulmans d'aujourd'hui, c'est les juifs d'hier. Je ne suis pas de tout d'accord, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas le même contexte, ni la même histoire. Oui, il y a du racisme qui monte, il y a de la haine, mais en même temps, malheureusement, à cause d'une minorité qui essaie de salir les musulmans, et une masse qui est silencieuse. Parce que tout à l'heure, on a parlé ensemble, les imams ont dit, on a souhaité 1 million de musulmans français et européens, ils sortent ensemble, de dire non. Et le rejet total de cette minorité, c'est une minorité, quel que soit leur nombre, mais ce sont une minorité par rapport à plus que 20 millions de musulmans en Europe, ou 1,5 milliard. Le 1,5 milliard, la masse, la majorité, il n'a rien à voir avec cette minorité qui a cette idéologie de haine et de mort. Quelle est la réalité dans nos... Pardon, je fais la dernière question, je laisse mes confrères parler. Quelle est la réalité pour vous de l'embrigadement de jeunes dans les banlieues aujourd'hui? Vous êtes de Drancy, on parle de jeunes déscolarisés, récupérés par, comme vous le dites souvent, des prophètes de malheur. Quelle est la situation aujourd'hui à Saint-Chalgoumi dans nos banlieues? La réalité, malheureusement, moi je pensais à partir de 2015, surtout après les attentats de Charlie, il y aura des vrais changements. Mais la réalité, non. Il y a des changements, mais il n'est pas autant. J'espère qu'il y aura plus sur le terrain. C'est plus les discours. S'il y a dans le terrain des vrais changements, on n'aura pas autant de la peur de l'islam et les musulmans. On n'aura pas autant qui vont basculer politiquement de l'autre côté. J'espère que notre Napoléon, c'est notre président Macron, et qui va exiger, qui va imposer les choses qu'on l'a imposé en 1905 à l'Église. Il l'a imposé au judaïsme, Napoléon. Je pense qu'il y a des règles qu'il faut imposer. Et là, parmi ça, dans notre département, quelque soit 93 et ailleurs, il y a toujours les milieux. Il y a toujours les prêcheurs de Rennes qui existent. Il y a autant de noms qui existent et qui sont sur les terrains, qui récupèrent ces jeunes par rapport à leur naïveté et manque de connaissance de la religion, manque de repères, problèmes familiaux, déséquilibrés d'une sens, sortis aussi des prisons avec un casier qui est énormément. Ils ont déjà la culture de violence installée, et ça y est, ils le récupèrent par un discours victimaire. Vous êtes des victimes, ils le rencontrent même une histoire un siècle avant par rapport à la colonisation. Je pense que sinon on n'arrive pas à autant de milliers de fiches S. Et dans ce contexte, quelle est la situation de l'antisémitisme dans ces milieux-là? Est-ce que vous le voyez s'aggraver? On a fait un thème spécial, on a parlé de l'antisémitisme, la haine des juifs. Pourquoi elle monte en Europe, surtout énormément. Je voyage souvent dans certains pays arabes, je trouve que les pays arabes, ils s'ouvrent par rapport à la relation d'Israël au judaïsme d'une manière incroyable et très rapide. Par rapport à l'Europe, non. Malheureusement, par rapport à l'Europe, il y a l'antisémitisme. Je pense que un des facteurs, la présence de l'islam politique, énorme, qu'on s'appelle la mouvance des frères musulmans. Elle est énorme en Europe. Elle est plus puissante en Europe que dans certains et beaucoup de pays arabes. Et là, pour eux, le conflit israélo-palestinien et surtout la cause palestinienne, c'est une affaire aussi qui rapporte des voix, rapporte des moyens et récupération. Ça est une. Deuxièmement, les réseaux sociaux, la diabolisation de la communauté juive, la comparisation entre pourquoi ils sont traités de cette manière et nous d'une autre manière. Ça aussi, malheureusement, a récupéré beaucoup chez les jeunes. Je le paye très très cher, autant que l'imam de Drancy. Combien on a fait des actions et des proximités. J'ai pris 40 jeunes dernièrement, le mois de juillet, après Ramadan. On a eu la possibilité de prendre une quarantaine de jeunes européens. 5 de Molenbeek, et l'imam Larsen il était avec moi. J'ai pris 5 de Molenbeek, c'est un beau symbole. Et 35 jeunes français, musulmans, de tout, de partout. Moi je pensais, je voulais dire à la société israélienne et à la communauté juive orientale, il ne faut pas comparer une minorité de jeunes musulmans comme Kouachi et comme les Mira et d'autres. Les quarantaines de jeunes qu'on était en Israël et en Palestine, l'accueil était formidable, les dialogues, c'était incroyable. Et moi, ces jeunes, ils avaient la volonté de devenir des médiateurs dans les quartiers pour parler, parce que la haine des Juifs pour eux, mais malheureusement, les articles étaient positifs, beaucoup de pays, sauf en France, malheureusement, on a subi de menaces et des insultes. Incroyable. Et je posais à des jeunes, les Palestiniens sont où? Est-ce qu'ils sont à Ramallah, à Gaza ou sont à Paris? C'est là le vrai problème, la présence de conflits, il est énorme dans les réseaux sociaux et c'est surtout
chez les jeunes. Aujourd'hui, dans les prisons françaises, il y a environ 500 détenus dits radicalisés, que ce soit des revenants ou pas. Est-ce que la question des prisons et des détenus radicalisés en prison a été abordée? Et si oui, est-ce qu'il y a des solutions ou du moins des points stratégiques qui ont été abordés pendant ce colloque? Il y avait le responsable des aumôniers musulmans de France par rapport à les prisons, il était là. Il a fait sa conférence le matin, il a parlé des cas, bien sûr. Le cas de la radicalisation, il est énorme aux prisons. Ça fait des années, malheureusement, après chaque attentat, c'est le même constat. C'est le même constat, mais c'est plus le même travail. C'est triste. C'est le même constat. Mira Kouachi, dès qu'on sait, voilà, il a commis des actes, après il est devenu radicalisé dans les prisons. Ils font le maximum, les aumôniers, mais ils n'ont pas assez de moyens, ils ne sont pas nombreux. Il manque aussi de l'expérience, il manque de connaissance des groupes, des mouvances, le contre-discours. La radicalisation reste numéro 1 après l'Internet, malheureusement, c'est les prisons. Et ça fera partie, en effet, de la formation et des formations qui seront proposées. Tout à fait. Parmi les choses, on a parlé aussi des questions d'aumônerie, comment on peut lui donner plus de moyens et plus aussi d'engagement, des choses qui peuvent lutter contre ce phénomène à l'intérieur. Et en plus, on a eu l'expérience aussi, le directeur de formation des imams algériens. C'est un responsable, une trentaine d'années, il forme les imams en Algérie. Surtout pendant la période, et on a eu son expérience, pendant la période où il y a la guerre civile en Algérie. Il y a eu des milliers et des milliers. Là, on a eu aussi des échanges énormes par rapport à la radicalisation, par rapport à comment les détenus, par rapport à comment... C'était enrichissant et beaucoup d'expérience. Ce que je voudrais dire à cet égard, c'est qu'on fait un travail énorme dans les prisons parce qu'on est confronté donc, chaque semaine à ces détenus radicalisés. Et bien sûr, notre travail, il consiste bien sûr à essayer de les récupérer avec bien sûr des arguments pour les convaincre qu'ils font fausse route et que ce n'est pas ça l'islam. L'islam, ce n'est pas le fait de tuer donc injustement des gens qui n'ont rien fait. Au contraire, l'islam, ça veut dire la paix. Et parmi les 99 attributs de Dieu, la paix, il est même la paix, le bon Dieu, c'est la paix. Et ce n'est pas la guerre. Et on ne le trouve nulle part. Donc le djihad ou la guerre, dans les 5 piliers de l'islam ou les 6 piliers de la foi qui sont les bases pour un musulman. Et donc il utilise donc, cette notion de djihad dans un contexte qui ne convient pas. Et par conséquent, il tombe dans l'extrémisme et tombe dans le fanatisme qui est condamné par l'islam. Donc c'est pour cela qu'on fait un travail avec ces détenus pour essayer de les récupérer. Il y en a beaucoup bien sûr qu'on a réussi à récupérer. Certains qui ont participé aux attentats, par exemple de Erreur Saint-Michel ou d'autres. Et certains bien sûr, ils reconnaissent qu'ils ont fait fausse route, qu'ils ne connaissaient rien de l'islam, ils ont été manipulés, ils leur ont fait un lavage de cerveau et puis ils les ont poussés à commettre ces attentats et ils le regrettent et ils l'ont payé parce qu'ils ont gâché leur vie. Quelqu'un qui passe 30 ans en prison, qui passe même plus et qui ne pourrait peut-être jamais sortir de la prison vu le contexte actuel. C'est pour cela donc il y a un travail énorme qu'on fait dans les prisons mais malheureusement le statut, bien sûr parce qu'il y a plusieurs aumôneries, il y a l'aumônerie militaire, l'aumônerie des hôpitaux et l'aumônerie des prisons. Et actuellement, malgré le fait qu'on est confronté à un travail énorme, on n'a même pas le statut de salarié. Donc on demande sans cesse à ce qu'on puisse améliorer notre statut parce qu'on ne cotise pas pour la sécurité sociale ni pour la retraite. On a des vacations de transport qui sont parfois dérisoires. Et malgré cela, donc on continue. Et la demande est énorme parce qu'il y a des prisons où il n'y a pas d'aumôniers. Il y a parfois des prisons où les aumôniers ne peuvent plus continuer à travailler parce que, faute de moyens, c'est pour cela donc, il y a un travail énorme qui se fait dans les prisons. Et on travaille aussi pour former aussi le personnel. On fait parfois des conférences pour former des personnels, pour leur montrer les signes de radicalisation, pour qu'ils ne fassent pas d'amalgame.
On va pouvoir prendre une ou deux dernières questions, et puis après on passera à l'espace d'interview et de face. Moi, simplement pour savoir qui et combien étaient les imams présents, d'où venaient-ils, parce que j'ai lu dans la Croix aujourd'hui qu'ils étaient principalement égyptiens. Donc je préférais que vous nous expliquiez qui était là, combien étaient-ils et d'où venaient-ils. Les imams en général, il y a une partie qui sont venus de l'Italie, il y a une partie qui sont venus de l'Allemagne, Belgique, Espagne, Suède, Pays-Bas, voilà. Et les conférenciers, on a eu un ou deux aussi des grands conférenciers qui viennent d'Égypte, on a eu quelqu'un qui vient d'Algérie, il y a d'autres, des experts qui sont venus pour donner. Parce que les 3 jours, c'était des échanges. Les conférenciers, et après, il y a un échange pendant 1 heure, d'expérience, des questions. Voilà, et c'est là que le débat. Voilà. Oui, Michel Taube, le fondateur d'Opinion Internationale. Une question presque anodine pour le maire du 11e arrondissement de Paris. Vous êtes, en ce moment même, vous êtes candidat à votre élection. Est-ce qu'il y a un sens politique à votre présence ce soir? Et au-delà de vous-même, est-ce que ou plutôt la maire de Paris, puisque les 3 favoris sont des femmes, et c'est peut-être tant mieux d'ailleurs, ont un rôle à jouer dans ce combat contre la radicalisation? C'était pas une question anodine. Je suis présent ici en tant que maire du 11e et pas du tout en tant que candidat, que les choses soient parfaitement claires. Et la raison, l'imam l'a évoqué tout à l'heure, c'est que notre territoire a été le théâtre des attentats, d'abord Charlie Hebdo, et puis ensuite le Bataclan et les terrasses des cafés. Et ça m'a fait toucher du doigt de la façon la plus directe et violente qui soit la nécessité du travail qui est engagé. À travers les propositions qui sont évoquées, ce sont des réponses concrètes, pratiques, qui me semblent pouvoir être mises en œuvre dans un délai, j'espère, rapproché, qui sont mises sur la table. Donc aujourd'hui, le sens de ma présence, c'est de dire qu'un élu de la République, il soutient cette démarche, et chacun a un rôle à jouer pour trouver les moyens d'un aboutissement aux propositions qui sont mises sur la table aujourd'hui. Dans le respect évidemment de la loi de 1905, dans le respect des institutions, mais je suis convaincu, vu les sujets qui ont été évoqués encore à l'instant, que ce soit la formation, que ce soit le numérique, que ce soit le travail dans les prisons, que évidemment les responsables religieux ont un rôle à jouer, et je vois cette initiative comme étant le signe d'une volonté d'agir. C'est la meilleure des réponses qui puissent être apportées, mais les institutions républicaines ont aussi un rôle à apporter, que ce soit pour un soutien en termes de locaux, en termes de financement, parce qu'à un moment donné, quand on pose la question du financement, si on n'accepte pas des financements qui viennent d'autres pays extra-européens, il faut trouver des ressources aussi localement. Donc c'est tout ce sens-là que je voulais marquer à travers ma présence, et je voulais vraiment vous remercier pour cette initiative. Merci. Moi je pense que la présence de Monsieur le maire, premièrement c'est un respect par rapport à l'arrondissement et par rapport aussi qu'est-ce qui s'est passé. Malheureusement le drame qu'il y a eu 2015, et en même temps aussi je pense qu'il faut que les élus de la République s'engagent, de droite ou de gauche, quelle que soit leur couleur. C'est leur responsabilité. S'il y a un échec par rapport à l'intégration, et pardonnez-moi, la diversité, c'est un vrai problème de politique de ville. L'engagement, ils sont responsables tous d'engager. Je le dis, merci infiniment de son soutien qui était avec nous pendant 3 jours. Il nous a accueillis. Et ça, c'est une chose que j'espère qu'il y en a certains, ils ont peur. Question, c'est une période électorale, ils ont peur de parler de radicalisation pour ne pas perdre les voix des musulmans. Vous savez, l'amalgame est énorme. Là, je le félicite pour son engagement. 2 dernières questions, Madame Dufour, et puis après vous. Sur la question des ressources et des financements, quelles sont les pistes de propositions innovantes? Parce qu'on parlait des imams détachés, par exemple, qui sont un moyen pratique pour certaines mosquées de ne pas avoir, comme ils sont payés par les pays étrangers. Donc c'est un aspect important. Quelles sont les propositions pour développer justement les ressources et les financements locaux ou propres? Vous savez, quand le président de la République il a parlé la presse, d'après la presse, il y a 300 imams qui viennent pendant Ramadan. Je vais vous expliquer. Pendant Ramadan, il y a 300 imams qui viennent pour réciter.
Normalement, vous savez, pendant le Ramadan, il y a une prière le soir, c'est la récitation de voix. Ils choisissent des belles voix qui viennent réciter. Mais la réalité, ils ne font pas des discours. En général, je ne le défends pas, mais une réalité, quand même le dire. Quel que soit qui viennent de l'Algérie ou de Maroc, en général, sont gérés et contrôlés. Je ne pense pas qu'ils ont des dérives et des sectes. Mais qu'on arrive à stopper ça, ok. Il y a 2 mois avant Ramadan, pour éviter un peu de polémique, pour éviter. Mais l'islamisme, détaché personnellement, je vais revenir vers votre question, détacher nos jeunes qui ont étudié le salafisme, détacher nos jeunes qui ont étudié l'islam politique, ça c'est la priorité. Parce qu'en général, qu'ils ont passé à l'acte ou qui tiennent des discours radicaux, beaucoup qui sont nés en Europe. C'est une réalité. Comment on peut trouver la solution par rapport à les salaires des imams? Je pense que l'Alsace-Lorraine, où ne s'applique pas la laïcité, on peut avoir formation des cadres et des imams. On a besoin. Moi, je souhaite que mon fils, s'il souhaite après dans l'université être formé en France et en Europe, au lieu d'aller droite, gauche ou aller ailleurs. Ça, c'est une. Deuxièmement, comment on peut trouver les moyens? Vous savez, avec la viande halal, il y a un chiffre énorme. Je ne vais pas donner combien le chiffre, mais il y a un chiffre énorme. C'est le chiffre, il peut être contrôlé par une commission. Et cette commission, elle peut avoir le pèlerinage. Combien il apporte d'argent? Énormément. Il y a beaucoup de moyens. Même créer une fondation ou une association où les donateurs y donnent, avec contrôlé par l'État. Et puis, grâce à ça, vous savez, la solution d'un islam de lumière ou de France ou d'Europe, c'est libérer les imams. La première chose, donner les moyens à libérer les imams. Vous leur donnez les moyens à libérer, sont plus des salariés des puissances étrangères. Ça, si on donne les moyens à des imams, à des citoyens, à éclairer, à des gens qui défendent les valeurs de la République, qui défendent des valeurs européennes, le mieux vivre ensemble, ils ont un islam éclairé, si on le trouve les moyens, leur salaire, et on trouve aussi, ça, c'est un des moyens qu'on puisse libérer l'islam en général et avoir des imams éclairés. Est-ce que vous pouvez préciser le rôle en fait d'Al-Azhar, plus particulièrement en fait le rôle de l'Égypte en fait dans votre action? Est-ce que cela ne va pas à l'encontre en fait justement de l'idée que vous développez d'un islam qui soit indépendant, libre de toute ingérence? Vous savez, si on veut donner de légitimité d'une chose, on est obligé d'éclairer par une université connue ou des imams connus. Ça, c'est une vérité. On a besoin aujourd'hui. Le jour qu'on aura une université comme Al-Azhar ou d'autres, à Bruxelles ou ailleurs, on n'a plus besoin de l'Azhar ou d'autres savants, on a utilisé pour qu'ils nous soutiennent dans notre combat. C'est clair. Ils ont ramené des experts, ils ont parlé de combat et parlé aussi au niveau du contexte. Mais la réalité, non, pas du tout. On demande notre indépendant, mais on a besoin des conférenciers dans la vie de l'étranger. Et comment votre initiative est perçue par le CFCM? Est-ce que vous-même vous placez votre confiance en fait dans cette structure, dans l'organisation, la restructuration de l'islam de France? L'islam de France, elle a besoin de tout le monde. Elle a besoin de tout le monde. Il y a tellement de chantiers énormes, tellement il y a des terrains vastes, tellement il y a énormément de travail à faire. Je pense que le CFCM, on est là pour soutenir le CFCM. La mosquée de Paris, tout le monde. Il faut que tout le monde y travaille énormément. Nous sommes 60 ici. Vous savez, il y a combien d'imams en France? Il y a plus que 2000. En Europe, il y a plus, je suis sûr, certains, il y en a plus que 3000 et 4000. Si on arrive à faire des initiatives comme ça, 60, 160, avec les moyens, avec aussi les personnes volontaires et engagées, c'est comme ça qu'on peut trouver la solution. Au lieu de... Je ne suis pas là, jamais, je ne vais pas critiquer le CFCM. Je critique d'une manière stopper l'ingérence étrangère. L'islam consulaire, c'est le président de la République qui a remis ça. C'est pas nous d'avoir ça. Et je pense que là, il y a le Mosquée de Paris aussi, il a lancé une initiative. Je le félicite et j'espère qu'il sera concret sur le terrain. Voilà. Après, il va falloir qu'on arrête les questions pour avoir le temps de faire les interviews, parce qu'ensuite, là, on a démarré. Juste une question très courte à Marek Alter. Marek Alter, on s'était vu à Berlin longuement il y a 2 ans, et on avait évoqué toutes les problématiques illustrées dans ce livre blanc, et vous m'aviez dit, on va gagner. Où en êtes-vous aujourd'hui de votre optimisme, Marek Alter? On est en route pour gagner. D'ailleurs, la preuve que nous sommes là. L'initiative de mon ami Jacques Denis va dans ce sens. Là, vous avez vu, le président de la République a changé de discours. Ça fait notre travail. On ne parle plus de communauté. C'est absurde d'ailleurs si vous parlez, je ne sais pas qui a inventé ça. Toute société, il faudrait lire la République de Platon. Toute société est faite de communautés culturelles, politiques, sexuelles.
économique, etc., religieuse, bien sûr. Donc, il a inventé autre chose, une autre expression, laquelle mon ami il est d'accord, moi je suis un peu moins d'accord, parce que séparation, c'est-à-dire les musulmans de Mulhouse ne sont pas des Catalans qui veulent se séparer de l'État espagnol. Donc, ce n'est pas leur objectif. Il a employé encore un mot, j'ai lui envoyé un petit SMS, en tournant aussi, pardon. Il a employé un autre mot, repli. C'est un meilleur mot. Quand il y a un groupe de Français qui se replie, là il y a un danger. Il se coupe des restes de la nation. Repli, c'est beaucoup mieux que séparation parce que personne ne va prendre ça au sérieux. Aucun groupe musulman ne veut se séparer ou créer une république française d'islam. Ça n'existe pas. Donc, nous sommes en route, nous sommes en train, ce livre blanc va jouer un rôle important. Ça ne va pas révolutionner les choses, mais les dirigeants européens, chacun recevra une réflexion venue de l'intérieur. J'ai toujours eu peur de ceux qui donnent des leçons de l'extérieur. Nous avons Voltaire, le traité de la tolérance, et on va donner des leçons à tout le monde. Ils ont Ibn Khaldoun, ils ont Averroès, qui a traduit Aristote. Je parlais tout à l'heure, la civilisation musulmane était immense. Algèbre, mathématiques, l'architecture, l'astronomie, ce ne sont pas des idiots, ce ne sont pas des sauvages. Ils ont participé à ce que nous sommes, juifs, chrétiens, musulmans, etc., bouddhistes, peu importe. Donc, que ça vienne de l'intérieur de l'islam, cette demande, c'est très important. Et ils font un travail essentiel. Ce n'est pas ni à vous ni à moi de donner des leçons. C'est eux qui vont réclamer. Et l'idée, qui n'a pas précisé mon ami, c'est de lancer une guerre sur le net en lançant une plateforme. Les musulmans parlent aux musulmans. Il ne faut pas avoir peur. En français et en arabe. Et ces musulmans qui connaissent le Coran, qui connaissent le hadith, qui connaissent la tradition musulmane existent. Et c'est à eux de dire que les autres sont des ignares. C'est à eux de leur dire qu'ils sont des idiots. Ce n'est pas à nous. Parce que si nous, on le disait, on heurterait leur amour-propre. Et ce serait normal. Donc, il y a ici qui se passe, c'est très modeste, mais moi je suis très exalté, je suis très reconnaissant à mon ami qu'il a eu le courage avec ses amis de prendre tout ça en main, parce que les premiers payent cher, souvent. Bon, donc, ce n'est pas de tout repos. On n'a pas à faire seulement avec des gens gentils qui nous envoient des fleurs. Il le sait, il reçoit des coups de fil, il reçoit des menaces. Il y a 3 policiers qui sont là pour le protéger. Mais je trouve que c'est le premier pas vers ce que nous disions il y a 2 ans à Berlin. Merci. Bonsoir André Berkoff. Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui pour la clôture du premier colloque des imams d'Europe contre la radicalisation, dont le fer de lance de ce colloque est un livre blanc qui s'attaque notamment au numérique, aux réseaux sociaux, qui est la clé de la radicalisation des jeunes, comme le dit l'imam Chagoumi, des jeunes perdus dans notre société. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de ces musulmans qui ne représentent pas tous les musulmans de France, qui sont notamment en opposition avec le CSCM? Que pensez-vous de cette initiative? Moi, je vais vous dire, je vais rester en dehors des problèmes de clans ou de clubs et tout ça. Tout ce qui est l'ouverture, tout ce qui prône l'ouverture est quelque chose de fondamental. Vous savez, l'homme, il n'est pas qu'une partie des dimensions. L'homme, c'est une dimension, l'homme ou la femme, c'est une dimension générale. Le tout est supérieur à la somme des parties. Moi, je vais vous dire une chose, je suis né à Beyrouth, je suis né au Liban. Donc, moi, mes amis, ils étaient musulmans, juifs, chrétiens, il n'y avait aucun problème dans les années 60, 70, etc. On allait tous et on était ensemble, il n'y avait aucun problème de ce qu'on appelle aujourd'hui la communautarisation. Moi, je crois que si vous voulez, la chose est extrêmement simple. Il faut respecter chacun sa religion, sa croyance, mais je dis simplement, et c'est là où je suis français, c'est dans le domaine privé. Si vous voulez, il faut que chacun se respecte ses croyances, mais que ça ne débouche pas sur la vie publique
Et c'est là le problème. Et quand vous dites la radicalisation, elle a lieu partout. Les réseaux sociaux, la prison, les gens que l'on rencontre. Mais il y a deux choses sur les religions. Il y a la religion en tant que telle, qui est respectable, et il y a une idéologie totalitaire qui se sert de la religion pour imposer son pouvoir totalitaire et politique. C'est deux choses très différentes. Et tout ce qui combat le totalitarisme et l'irrigation et, si vous voulez, la mainmise totalitaire d'une religion sur un peuple ou sur un certain nombre de gens est une bonne chose et souhaitable. C'est à qui de combattre le totalitarisme dont vous parliez à l'instant? L'État, les musulmans eux-mêmes, il faut que des musulmans parlent à d'autres musulmans, mais est-ce que l'État, notamment dans les banlieues, n'a-t-il pas baissé les bras depuis des années ou voire des dizaines d'années? Non mais bien sûr, il y a eu l'électoralisme, il y a eu, on le sait, la cécité, une certaine lâcheté, etc. L'État, oui, mais l'État ne suffit pas. Il faut que chacun s'y mette. Mais pas seulement, si vous voulez. C'est pas seulement un problème de musulmans ou non musulmans. C'est un problème de liberté. Où on met le cursus et le curseur de la liberté. Il est là. À partir du moment où je respecte votre croyance et vous respectez la mienne, elle est pour moi, mais vraiment, il est là fondamentalement. Sinon, on ne réglera rien dans le domaine privé. Si vous le mettez dans le domaine public, automatiquement, il va y avoir conflit et ça peut durer des siècles. Le problème du communautarisme, c'est pas de s'enfermer. Vous savez, on a le choix entre être des ânes à œillères ou des diamants à facettes. Il faut choisir d'être diamant à facettes. Chacun d'entre nous a plusieurs dimensions. Plusieurs. Que on soit croyant, non-croyant, etc. Simplement, on se respecte. Le vrai problème, il est là. Si on ne se respecte pas, eh ben, tout est possible et on voit bien comment ça dérive. Mais très concrètement, on fait quoi tous les jours, notamment dans les banlieues, où ceux qui sont des imams de la haine, comme le nomme l'imam Chalgoumi, forment ou formés, parce que c'est moins le cas maintenant, des jeunes pour partir faire le djihad. Quelle est la responsabilité de notre société, de l'État français, de nos sociétés civiles? L'État français doit appliquer la loi française. Voilà. Et pardon. On parle de laxisme beaucoup, c'est la grande question. Oui, c'est vrai. Mais si elle ne l'applique pas, eh bien tant pis pour elle et tant pis pour nous. Ça, c'est une question de règle du jeu, règle de la loi. La loi est la loi. Vous la respectez, et si vous ne la respectez pas, vous êtes sanctionné. Parce que ma liberté commence où l'autre finit. Ma liberté ne consiste pas à faire n'importe quoi. Bon. Deuxièmement, tout le problème des banlieues, il est posé depuis 20 ans. Évidemment, on a fait la sourde oreille. On a fait semblant de ne le pas voir. On s'est bouché les yeux et les oreilles. On a fait la politique de l'autruche. Évidemment, ça se paye à un moment donné. C'est le moment d'agir. Pardon? C'est le moment d'agir. C'est toujours le moment d'agir et c'est plus jamais le moment d'agir. Mais je vais vous dire, ça va se passer partout, c'est très simple. Où les gens ont l'autorité de dire stop, au-delà de cette limite, vos tickets les plus valables, je parle de vos tickets totalitaires ou fanatiques, ou etc. Ou bien on laisse faire et à un moment donné, on aura les affrontements les plus dangereux et les plus sanglants. Dernière question, vous êtes optimiste ou pas? Difficile à dire. Je suis optimiste parce que je suis d'un naturel optimiste. Et je pense en tout cas, fondamentalement, que le problème c'est un problème de facteur humain. C'est-à-dire c'est toujours un problème de courage. Vous savez, c'est Churchill en mai 1940, c'est Trump, c'est beaucoup d'autres, c'est des gens qui disent on n'accepte plus. Regardez ce qu'Abdel Nasser disait du voile en 1953. Voilà, il disait le voile, j'en ai rien à faire, c'est pas un problème. C'est de savoir où on se met. Donc ce n'est même pas une question de musulmans ou de non-musulmans, c'est des gens qui disent la liberté, la religion est une affaire privée et elle n'est pas une affaire publique. C'est tout. Moi, je pars de ça, et si on commence à laisser faire, eh ben, on a ce qu'on a aujourd'hui. Toujours imam? Toujours imam. Expliquez aux gens où? Président du conseil des imams du Gard, imam à la mosquée de Nîmes et vice-président de la conférence des imams de France de l'imam Chalgoumi. On a beaucoup parlé ensemble lors de la marche des musulmans contre le terrorisme. Oui. On a fait le l'Europe ensemble. Vous étiez assez optimiste avec des réserves à l'époque quand je vous posais des questions. C'est vrai, c'est vrai. Que se passe-t-il aujourd'hui? Comment les choses ont-elles évolué? Bon, aujourd'hui, quand même, on constate que un peu la radicalisation elle a freiné un peu sur le terrain. Bon, avec la défaite de Daesh en Irak et en Syrie, tant mieux.
Mais les graines d'extrémisme, il existe toujours parce que le problème tellement il est complexe, il n'existe pas seulement sur le terrain, c'est pas seulement social, c'est pas seulement économique, peut-être aussi dans le religieux, on doit aujourd'hui, c'est le travail, c'est pour ça aujourd'hui on est là, on cherche un peu à voir quelles sont les graines qui existent au sein de la religion, les interprétations violentes, les textes qui poussent à la haine, les fatwas ou les avis religieux, certains imams qui ont mal compris ou qui tuent l'islam. Ah, il y a toujours des menaces, oui, vous savez, ça existe, c'est la vie. Beaucoup moins qu'avant, mais quand même, c'est pas évident toujours sur le terrain. Donc aujourd'hui nous sommes là pour étudier avec des théologiens, avec des imams, pour voir qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut bloquer, qu'est-ce qu'on peut rejeter, qu'est-ce qu'on peut garder au sein de la pensée musulmane moderne, et tout ça en compatibilité avec l'environnement social, européen, français, et ainsi de suite. C'est ça un peu le but. Justement, l'imam Chagoumi, tout à l'heure en conférence de presse, a un islam européen indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous souscrivez ou pas à cette notion? Écoutez, je m'inscris totalement dans un islam européen ou un islam français qui s'adapte avec les spécificités de la localité, c'est-à-dire des sociétés locales. On ne peut pas vivre un islam du Moyen-Âge ou un islam du monde arabe aujourd'hui en Europe. Il y a des autres valeurs, il y a des autres traditions. C'est le cas dans certains conflits à l'islam du Moyen-Âge par endroit? Bien sûr, bien sûr. La place de la femme aujourd'hui, comme on parle d'elle dans pas mal de livres, c'est vraiment des avis religieux du Moyen-Âge. Donc ils sont inacceptables. Il y a des fatwas qui parlent sur les chrétiens, les juifs, les athées, qui viennent du Moyen-Âge. Ils ne sont plus acceptables parce qu'ils sont en contradiction avec la raison, la logique, mais aussi avec les grandes valeurs de l'islam. Donc là, les imams aujourd'hui, ils avaient le courage de dire on arrête ça et on envoie un message à tous les imams pour arrêter d'étudier ces livres ou d'apprendre ces fatwas qui nuisent à l'humanité, à la société, mais aussi à l'islam et aux musulmans. Et vous sentez qu'il y a de plus en plus d'islam qui se rallient à vos thèses, à vous demande, à votre envie de cet islam moderne que vous appelez de vos voeux. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plus écoutés? Vous savez, comment vous le vivez? Il y a 20% aujourd'hui des musulmans qui fréquentent les mosquées. À l'environ de 80% sont des musulmans, mais qui ne fréquentent pas les mosquées, ou vraiment très rares. Donc, c'est vrai que ceux qui fréquentent les mosquées, qui écoutent un peu le discours des imams, ils ont une autre vision parce que pendant des siècles, on a appris un islam qui contient quelque chose un peu, parfois de haine, parfois de conflit avec l'autre, parfois d'inhumanité, ça existe. Mais vraiment, comment ça s'appelle, quand on prend la globalité des musulmans, on avance vers une humanisation du discours, vers un vivre ensemble, vers une ouverture sur tout le monde. Je vous demandais il y a 2 ans si vous étiez optimiste. Je me pose la même question, comme je la pose à tout le monde. Vous êtes plus optimiste? Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Je pense qu'on est encore dans le tunnel. On n'est pas sorti, mais on est en train de s'approcher à la sortie du tunnel. Une toute dernière question, si vous voulez autoriser, une toute dernière. On parle souvent avec l'imam Chagoumi du retour des personnes qui sont parties faire le djihad du Moyen-Orient. De mémoire, vous aviez, je crois, une précision qui était un petit peu différente. L'imam est totalement contre le retour de personnes qui sont... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous savez, c'est un problème religieux, politique très compliqué. Donc il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des gens. Maintenant, on va les laisser à qui? On va les laisser tomber, je ne sais pas, c'est très compliqué. Et même le gouvernement n'arrive pas à trancher. Donc vraiment c'est compliqué. Nous, notre travail des imams sur le terrain, dans les mosquées, un message éducatif, un message de vivre ensemble et surtout d'humanisme et d'ouverture. C'est aux musulmans de régler les problèmes de l'islam? S'il n'y a pas une autre personne qui doit régler le problème de l'islam que les imams, que les musulmans eux-mêmes. Il n'y a pas une autre personne. Meilleur Habib, aujourd'hui le premier colloque des imams de France contre la radicalisation, vous êtes là, un symbole fort. On en est où aujourd'hui, monsieur le député, sur le communautarisme,
vivre ensemble. Comment les choses évoluent-elles? Je suis à la fois très inquiet et très optimiste. Très inquiet quand je vois la situation en France et optimiste quand je vois aujourd'hui les imams qui sont là. C'est d'une importance capitale. Il faut redonner à l'islam ses heures de gloire en cassant l'image du djihadisme que le djihadisme a tué ces dernières années. Et aujourd'hui, de voir tous ces imams réunis, 70 imams avec Chalgoumi, l'imam Chalgoumi qui fait un travail extraordinaire pour le dialogue entre interreligieux, pour la fin de cette haine qui existe ces dernières années, qui n'a jamais existé, c'est très important. Aujourd'hui, la France a payé un lourd tribut, et je vous le dis, hélas, qui est dû au djihadisme. 280 morts. Et l'écrasante majorité des musulmans n'ont rien à voir avec ça. Ils veulent vivre leur religion, leur foi, dans la République, en respectant la République. Et c'est uniquement comme ça qu'on arrivera à revivre ensemble, à redonner confiance à toutes les communautés pour qu'arrêtent ces vagues de haine, ces vagues qui ont ensanglanté le monde, la France, et grâce à des imams comme ça qui sont courageux, qui sont des fois parfois invectivés par leurs pairs, dont parfois la sécurité est menacée. Il est important que moi, député français de la République d'origine juive, je sois là ici pour les soutenir. Que va-t-il mal en France? Vous avez commencé en disant que cela ne va pas bien, cela va globalement mieux, mais pas en France. Il y a 150 quartiers aujourd'hui en France qui sont des quartiers qui sont pris par les frères musulmans, par des mouvances islamistes, par des mouvements djihadistes. Parce que c'est compliqué. Alors, j'ai écouté des paroles à la fois fortes du président de la République hier, mais je ne suis pas sûr que on ne peut pas faire un pas en avant et un pas en arrière. Il faut casser aujourd'hui le radicalisme, tous les radicalismes, et en particulier le radicalisme musulman, djihadiste, qui hélas est à l'origine, comme je vous le disais, de 100% des victimes. Alors hélas aujourd'hui en France, en Allemagne, on a vu des malheureux Kurdes pour lesquels je vais avoir un mot, évidemment, qui ont été tués par l'extrême droite, évidemment, mais en France, nous on a eu 100% de nos victimes tuées par le djihadisme. Donc il faut aujourd'hui que les musulmans puissent vivre leur foi dans la République, c'est-à-dire accepter les valeurs de la République, accepter la culture française, vivre leur culture, mais sans vouloir appliquer la charia. On n'appliquera pas jamais la charia en France. Voilà. Dans le judaïsme, il y a une loi qui dit « les lois de ton pays, c'est ta loi ». La loi et ces lois doivent être supérieures, la loi du pays, les lois de la République, aux lois du judaïsme, aux lois de l'islam, aux lois de toutes les lois, ce qui n'empêche pas de respecter justement les religions, la pratique, tout en ayant un socle républicain. La toute dernière question, l'imam Chalgoumi nous a dit que la principale question qui était débattue pendant ces 3 jours de colonne était que la radicalisation de ces jeunes venait à 80% par de l'internet, des réseaux, des sites internet, et 20% dans les quartiers. Faut-il maintenant travailler sur l'internet, demander à Google, au GAFA, aux grandes entreprises de commencer à toutes les réseaux? Est-ce que pour vous, c'est également une priorité? Vous touchez évidemment un point extrêmement sensible. Dans ce nouveau monde, il y a une telle vitesse de l'information que tout, 80, peut-être même plus, passe justement par la haine sur Internet et qui des fois dépasse les frontières évidemment de l'Hexagone. C'est pour ça qu'on est obligé, et on en a parlé évidemment à l'Assemblée, à la fois nous, parlementaires, de durcir la loi et d'être extrêmement virulents avec tous ces gens qui distillent la haine par Internet, par ces réseaux, parce que c'est la base de tout. Et enfin, vous savez, aucun enfant, il y a l'éducation, aucun enfant ne naît terroriste, djihadiste, anti-juif, anti-musulman, anti-noir, anti-français, anti-blanc. Et aujourd'hui, hélas, tout passe par l'éducation. On doit pouvoir enseigner la Shoah dans toutes les écoles de France. On doit pouvoir chanter à plein poumon la Marseillaise partout en France. On doit pouvoir aimer la France tout en gardant ses racines. Vous savez, quand on me voit physiquement,
On ne dit pas, j'ai pas un physique, on va dire, si on pouvait dire comme ça, de ce qu'on appelle un Français de souche. Ça veut dire quoi, Français de souche? Ça veut rien dire. Mais nous sommes attachés à la France. C'est ce pays où nous sommes nés, où nous vivons, qui nous a tout donné, quelles que soient nos origines. C'est ça aujourd'hui que je viens prendre. C'est tellement important aujourd'hui ces rencontres et ces voix, ces imams avec ces rabbins, avec ces parlementaires, avec ces hommes politiques tous ensemble. Et c'est un exemple à prendre pour l'ensemble de la communauté nationale. Xavier Bertrand, bonjour. Trois jours de colloque des imams d'Europe pour parler de communautarisme, de radicalisation, avec beaucoup de questions posées fondamentales sur ce qui se passe dans nos sociétés françaises et européennes. Vous qui êtes un homme politique de premier plan, vous êtes forcément un observateur de tout ce qui se passe. Que se passe-t-il aujourd'hui? Déjà les raisons de ma présence. Quand vous avez des imams qui comprennent qu'il faut prendre en compte et lutter contre la radicalisation, alors j'ai envie d'être présent. Quand vous avez également des imams qui comprennent qu'au-delà de ce défi, le défi n'est pas seulement national mais européen, et que c'est au niveau européen qu'il faut prendre la mesure et lutter contre cette radicalisation, alors ça vaut la peine également d'apporter son soutien. Et puis quand vous avez également religieux, musulmans, des imams qui s'ouvrent sur les autres religions, alors oui, j'ai envie d'être là. Voilà. Donc ce qui est en train de se passer ici, on le voit bien, c'est justement des imams qui prennent leurs responsabilités. Et ça, dans la société dans laquelle nous sommes, c'est hyper important. Beaucoup de ces imams nous disent que l'État ne fait pas ce travail depuis très longtemps, notamment dans les banlieues, et que c'est l'une des raisons de la radicalisation de nombreux jeunes. Vous le pensez aussi, vous partagez cette analyse? Disons les choses très clairement. Pour moi, la priorité, c'est de réaffirmer la République. Pas dans des grands discours, pas avec des mots. Les mots, les discours, on s'en fout. C'est par des actes. Mais la première des choses, c'est de rétablir l'autorité républicaine, la laïcité, qui veut dire quoi? Que chacun doit être respecté dans sa foi, quand la foi s'exerce, bien évidemment dans la sphère privée, dans les luttes. Le vrai sujet, c'est qu'on ne doit pas avoir un islam politique, un islam radicalisé, qui veut prendre le pas sur la société civile. C'est ça l'enjeu. Et si je suis ici, c'est parce que les imams qui sont ici présents prennent la mesure de ces risques et veulent aussi apporter leur contribution. Seuls ne pourront pas réussir. L'État doit prendre ses responsabilités en premier, ça j'assume totalement. Ces imams nous disent notamment qu'ils appellent de leur vœu un islam européen indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous l'ai dit, c'est que le problème, il est bien évidemment national, il est français. Je suis là en tant que responsable politique, c'est parce que j'ai conscience de nos responsabilités. Mais de prendre ça en compte au niveau européen, mon Dieu que ça a du sens. Mon Dieu que ça... Et c'est cette démarche-là également qui m'a plu. Et c'est la raison pour laquelle, si c'était très compliqué d'être présent, je voulais aussi apporter mon soutien à cette démarche. Parce que c'est au niveau européen qu'il faut prendre la mesure des choses. Que les imams au niveau européen le fassent, eh bien oui, ça vaut la peine effectivement de dire que la démarche va sacrément dans le bon sens. Une question. Bernard Kouchner, bonjour. 3 jours de colloque des imams européens contre la radicalisation. C'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense du bien. Et la preuve, je suis là, vous voyez. Et donc, ils ont fait 3 jours pour se dire qu'il ne faut pas de radicalisation ni d'excès et que toutes les religions se rencontrent, ou même ceux qui ne croient pas, après tout. Hein? On n'est pas forcé. Bon, donc je suis très heureux et très fier d'être avec eux ce soir. Selon vous, l'État fait son travail, notamment dans les cités, pour détruire ce communautarisme qui gangrène nos sociétés, pas seulement françaises, mais européennes? Oui, enfin, gangrène est un mot très fort. Il y a aussi des gens, bon, oui, employés, mais moi je ne l'emploie pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans l'excès, oui, et des islamistes en particulier, bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans l'excès et qui sont dans ces cités et avec lesquels nous travaillons tous les jours et nous nous entendons très bien. Toute dernière question, on parle beaucoup du retour des personnes parties faire le djihad. Quelle est votre position? Faut-il que la France fasse venir ces ressortissants qui sont notamment emprisonnés au Moyen-Orient? Non, les prisonniers, je les ai vus plusieurs fois, j'y suis allé souvent. Le problème sont les enfants en réalité. Et donc les enfants sans leur mère, alors c'est très difficile. Donc il faut que la mère soit là et il faut qu'il y ait un assentiment. Donc il faudrait, j'espère, un jour qu'il y ait un tribunal international, que tous les pays qui ont des ressortissants dans ces camps, qui pour le moment ne dépendent de personne, ce sont les Kurdes, il n'y a pas de justice kurde. Et les Kurdes souhaitent qu'on fasse quelque chose, malheureusement ça tarde terriblement. Voilà. Pas une volonté politique? Mais ce n'est pas une volonté politique, il y a une volonté juridique.
Ceux qui sont allés en Syrie, non, ceux qui sont allés en Syrie, de toute façon, doivent aller en prison. C'est la loi française. Alors, les femmes, on n'en sait rien, et elles ne peuvent pas revenir sans les enfants. Or, ce sont les enfants qu'il faudrait accueillir. Donc, c'est un cercle très compliqué et difficile. Moi, je suis pour qu'on prenne les enfants, bien sûr. J'ai été les visiter plusieurs fois. Je les connais bien, je connais ces camps. C'est pas simple, hein. Internationalement, c'est pas simple. Il reste, bien sûr, des ressortissants français, mais ces ressortissants ont choisi un autre camp. Et s'ils vont à côté, en Irak, on les juge. Et on les condamne à mort. Est-ce que c'est une solution? Je vous pose la question, est-ce que c'est une solution, hein? Moi, je ne sais pas. Et pourquoi? Moi, je vous demande là, ça aussi. Vous avez un avis? C'est pas simple, hein. C'est aux musulmans de régler les problèmes de l'islam? Non, oui, bien sûr, c'est beaucoup mieux, bien sûr. Ben, c'est ce qu'ils ont fait pendant 3 jours. Ça, c'est parfait. Merci. Si vous avez un problème de positionnement, vous demandez à Fatia, qui est là. Bonsoir Monsieur le juge. Bonsoir. Que pensez-vous tout simplement de cette initiative, on va dire, de certains musulmans de France de faire un colloque contre la radicalisation? Ça paraît tout à fait approprié, parce que s'il y a aujourd'hui des personnes intéressées pour lutter contre la radicalisation, ce sont bien les musulmans de France. La radicalisation est d'abord une atteinte à l'islam quelque part, hein, donc toutes les religions doivent se méfier de leurs extrêmes. Notamment l'imam Chalgoumi appelle à un imam européen indépendant, un islam européen indépendant de l'islam mondial. Qu'est-ce que ça peut appeler comme réflexion de votre part? Je pense que l'islam européen peut créer sa propre identité. Il y a des liens assez importants, peut-être pas tous les pays, mais c'est une façon de voir l'islam qui peut être particulièrement modéré justement et dépasser justement les petites problématiques nationales, purement nationales qui enferment l'islam dans des considérations, islam de France, ceci, cela. Finalement, la dimension européenne peut être la bonne dimension. Ce sont aux musulmans eux-mêmes de s'occuper des problèmes de l'islam? C'est aux musulmans en premier lieu de s'occuper des problèmes de l'islam. La France, elle, doit simplement faire respecter le principe de laïcité, c'est-à-dire que chaque religion puisse s'exprimer dans notre pays. Toute dernière question, monsieur le juge. Vous avez été pendant longtemps aux commandes de l'antiterrorisme en France. Où en sommes-nous aujourd'hui du risque global du terrorisme sur le territoire international, mais aussi sur l'ensemble de la planète? Alors nous sommes dans une mutation, on est dans une période un peu de creux pour ce qui est des gros groupes terroristes, mais on a cette espèce de terrorisme pulsionnel qui peut survenir tout le temps, qui crée une instabilité, une impression de pression permanente. Il n'empêche qu'on est plutôt dans le creux de la vague et je pense qu'on a 2-3 ans à exploiter ce creux de la vague pour bien se mettre en position de lutter contre l'émergence d'un nouveau groupe important. Le travail n'est pas fini? Ah non, jamais. Vous savez, c'est du yo-yo, hein, c'est en dents de scie. Les États le font, ce travail, aujourd'hui? Je pense. Il y a eu beaucoup d'améliorations depuis 2015.